La place de l'échographie dans la chirurgie de l'épaule est un peu plus difficile à traiter que pour la main. Je vous présente mes conflits d'intérêts, notamment pour cette présentation. L'échographie a totalement sa place dans la chirurgie de la main, ne serait-ce que pour le syndrome du canal carpien et le traitement des doigts ressauts. Je vais un petit peu moins avoir à dire concernant la pathologie de l'épaule et vais un peu dépasser le cadre de l'acte technique opératoire en lui-même et parler de son intérêt dans le quotidien à la consultation. Quand je me suis inscrit en médecine, je pensais finir radiologue, comme l'avait été mon père et avant lui mon grand-père en Aveyron. Et c'était sans compter sur la rencontre avec le professeur Bonnevial, qui m'a littéralement fait tomber amoureux de l'orthopédie dès la deuxième année de médecine. Il a été un de mes enseignants en sémiologie clinique que je vais appeler conventionnelle, comme nous l'avons tout appris, avec ce que l'on récupère à l'interrogatoire, les signes fonctionnels, puis le classique examen physique avec les 4 points clés de l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation, qui reste quand même un des parents pauvres de l'examen clinique en orthopédie. Du coup, il y a 5 ans, quand je ne faisais pas d'échographie, pour poser un diagnostic en pathologie d'épaule, cela se jouait à 50% avec l'interrogatoire, pas mal d'informations obtenues rien qu'avec l'inspection, et un peu de palpation et le reste de nos classiques tests cliniques. Mais il nous manque toujours quelque chose et parfois il est vrai qu'on aimerait pouvoir soulever la peau de nos patients comme Dali Enfant qui soulève la peau de la mer Méditerranée pour savoir en cas d'évolution anormale s'il y a un problème qu'on arrive à objectiver dessous ou bien si vraiment tout se passe très bien chez un patient opéré qui n'a pas de plainte fonctionnelle particulière. Et désormais, dans ma pratique, l'échographie est devenue mon stéthoscope. On ne travaille pas avec des sons, mais avec des ultrasons. Et quand on est chirurgien et qu'on ne fait pas de l'échographie, on pense que l'échographie est de l'imagerie médicale. Et le jour où on s'y met, on comprend que c'est totalement un prolongement de l'examen clinique. Et finalement, ce n'est pas très difficile de s'y mettre. On connaît parfaitement l'anatomie, on regarde en permanence des imageries en coupe. Quotidiennement, en arthroscopie, on triangule et on sait manipuler une caméra et regarder en travaillant sur un écran. Donc la courbe d'apprentissage d'un chirurgien orthopédiste à l'imagerie échographique est relativement aisée et rapide. Mais par contre, il faut en faire tout le temps, tous les jours. Si on veut faire un comparatif avec la sémiologie de la pêche, le pêcheur, ce qu'il va rechercher, c'est par exemple comme ce banc de poisson en haut à gauche, tout comme on va vouloir rechercher en consultation une lésion du tendon supraépineux. Et dans les deux cas de figure, on est à la recherche de signes. Et à la pêche, quand on voit les mouettes taper l'eau, c'est un signe sémiologique qui veut dire qu'en dessous, il y a forcément des poissons qui se baladent. Tout comme la manœuvre de Job va permettre de dépister s'il y a une souffrance du tendon, mais ne permettra pas de faire la différence par contre entre une tendinopathie et une rupture. Enfin, à la pêche, quand il n'y a pas les mouettes qui tapent ou des signes, les pêcheurs sans aucun niveau scientifique savent utiliser l'équivalent d'échographe pour rechercher et dépister où sont les poissons en profondeur. Et nous avons désormais la possibilité de faire exactement pareil en consultation pour traquer et déceler une lésion du tendon supraépineux, ce qui d'ailleurs, en complément de l'examen clinique, permettra de faire la différence entre une tendinopathie non rompue et une rupture de coiffe. Donc personnellement, cela fait maintenant 4 ans que je fais de l'échographie au quotidien. Et quand on devient un écho-orthopédiste, l'utilisation de l'échographie s'intègre parfaitement à l'examen clinique. Du coup, pour poser un diagnostic clinique, l'interrogatoire reste toujours incontournable. Mais voilà, l'inspection prend un peu moins de place cliniquement, ainsi que les tests cliniques, parce que l'échographie fait de l'inspection en profondeur, permet de faire des tests palpatoires avec ce qu'on appelle le tunnel échographique, qui permet de déceler au millimètre près quelle zone est douloureuse à la palpation. Et enfin, je rappelle, c'est le seul examen d'imagerie dynamique existant sur lequel on voit bouger les structures, ce qui n'est pas inintéressant, notamment sur les atteintes et souffrances du biceps. Juste pour vous présenter mon bureau de consultation avec l'échographe qui est positionné à mi-chemin entre ma table d'examen qui est recoupée pour l'examen du poignet et des coudes
Et ensuite, il suffit de retourner la machine de 180 degrés et je réalise les échographies, moi, assis à côté de mes patients sur la banquette d'examen. Donc je suis obligé un peu de tricher par rapport à l'énoncé du sujet qui m'a été demandé de traiter. Mais un point capital pour obtenir un très bon résultat post-opératoire, c'est avant tout un bon diagnostic et une bonne indication thérapeutique. Et donc cet outil échographique est quelque chose de formidable pour cela, mais également éminemment précieux dans la surveillance post-opératoire de nos patients opérés, notamment pour déceler des complications de manière précoce et pouvoir, si nécessaire, intervenir plus rapidement. Personne n'est à l'abri d'un cas de migration d'encre après réparation de la coiffe. On va d'abord voir un cas avec un positionnement d'ancrage où tout va bien, l'encre est en bonne position, au footprint au premier rang. Puis ensuite, le cas d'un patient qui a été revu 1 mois et demi et qui allait plutôt bien, qui a chuté. Et quand je le revois une semaine après sa chute, on constate aisément qu'il y a quelque chose de totalement anormal sur cette encre postéromédiane qui a reculé de manière significative. On avait rapporté en 2020 notre expérience un peu malheureuse de migration secondaire d'encre de second rang impactée non vissée. Et ceci avait permis de présenter une classification du positionnement des encres par rapport au plan cortical avec, vous voyez à gauche, une encre enfouie où on ne devine que la base un peu plus profonde que le plan cortical. Au milieu, un débord minime avec la même base qui déborde un petit peu du plan cortical. Et à droite, une migration très évidente à déceler, avec un aspect caractéristique appelé en pile d'assiette. Et donc, qui est le mieux placé pour faire une surveillance systématique de ces patients? Est-ce que c'est le radiologue ou bien est-ce que c'est le chirurgien opérateur qui sait parfaitement combien d'ancrage il a mis, à quel endroit et de quel type? Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes images non plus avec des encres en matière ou des encres textiles. En pratique clinique courante, l'utilisation de l'échographie est éminemment utile pour faire des infiltrations corticoïdes ou des injections éco-guidées de PRP. Il y a aussi la possibilité de réaliser les ponctions-aspirations éco-guidées des calcifications macroscopiques. Mais c'est vrai qu'on est chirurgien, on passe beaucoup de temps à opérer et on a plutôt tendance à confier ces tâches aux médecins radiologues et rhumatologues. Au moins, de temps en temps, personnellement, j'aime bien réaliser une infiltration éco-guidée sous-acromiale ou acromioclaviculaire sur des patients que j'ai déjà moi-même opérés et qui conservent des douleurs. Il y a aussi un autre champ d'action sur la réalisation des arthrodistensions éco-guidées. Euh, si on souhaite le faire dans le cadre des capsulites rétractiles post-opératoires. Ensuite, on va un peu plus parler des ténotomies éco-guidées du biceps et surtout de ce qui est le champ d'action péropératoire pour moi majeur, qui est l'exérèse éco-assistée sous arthroscopie des calcifications de la coiffe. Donc, pour parler des ténotomies sous échographie du biceps, il faut comprendre qu'on a une vision totalement différente entre chirurgiens et médecins radiologues. C'est-à-dire que les chirurgiens, ce qu'ils appréhendent, c'est de réaliser une ténotomie à la gouttière et de se retrouver avec toute la portion horizontale du biceps libre en intra-articulaire, pouvant engendrer des douleurs, un effet battant de cloche. Quoi, dans les différentes études, les chirurgiens cherchent à faire une section à la portion horizontale, mais ceci nécessite l'usage de pinces arthroscopiques ou d'outils dédiés, de la mobilité du biceps dans cette zone. Sur papier, notamment celui-ci de Jean-David Vertel, disant que c'était quand même pas si évident que ça de faire une ténotomie en portion horizontale de longue portion. A contrario, la réalisation d'une ténotomie à la gouttière par les médecins radiologues est rapportée comme aisée et facile. Alors ça peut se faire tout à fait sous anesthésie locale. Le geste est grandement facilité parce que à ce niveau-là, le biceps est stabilisé. Et sans anesthésie générale, on peut demander au patient de réaliser une flexion supination contre résistance, ce qui tend totalement le biceps et facilite le geste de ténotomie. Néanmoins, on peut s'interroger sur l'avenir de la ténotomie éco-guidée par les chirurgiens parce qu'il y a un concurrent certain à cette technique, c'est l'apparition du nanoscope proposé par Arthrex, qui est donc un mini arthroscope à usage unique. Il y a donc déjà eu des études rapportées de ténotomie sous anesthésie locale au bloc opératoire, mais aussi en consultation à l'aide de cette instrumentation. Et je reste toujours admiratif de l'évolution aussi des techniques en chirurgie vétérinaire. Donc vous voyez qu'on peut même le faire sous
anesthésies sur un cheval en position debout. C'est assez incroyable. Non, au bloc opératoire, l'apport indéniable de l'échographie, c'est au décours de l'exérèse sous arthroscopie des calcifications. On sait que le résultat clinique est conditionné par l'absence de résidus, et donc ça c'est un outil où on peut contrôler facilement en fin de geste. On est amené à opérer des patients souvent en échec de ponction aspiration éco-guidée qu'ont fait les radiologues, et c'est quand même pas mal de pouvoir utiliser les mêmes outils. Et c'est quand même beaucoup plus performant qu'un amplificateur de brillance qui est hyper encombrant. À l'opposé, la sonde d'échographie est tout à fait miniature, elle est non irradiante pour le patient et le personnel soignant. Et surtout, surtout par rapport à l'amplificateur, elle nous apporte directement une vision tridimensionnelle. Donc moi je suis installé à Tarbes, au pied de la chaîne des Pyrénées et à moins d'une heure du pic du Midi. À ce moment précis, ce skieur sait que si Samy ne le retrouve pas dans les 20 minutes, ses chances de survie vont s'amoindrir grandement et qu'il va finir écrasé, compacté, telle une calcification du sus épineux. Sa survie ne tient alors qu'à deux choses. Premièrement, que ses amis aient allumé leur détecteur de victimes en avalanche, et deuxièmement, qu'ils en connaissent le maniement et procédures rapides de recherche et d'extraction. Moi, je voulais pouvoir faire exactement de même avec une calcification de la coiffe, rechercher en surface le point de signal le plus proche, puis sonder en profondeur au plus près de ce point. En faisant cette comparaison entre avalanche et calcification de la coiffe, il m'est apparu évident que se passer d'un détecteur précis était une erreur, ce d'autant que j'ai très rapidement perdu le courage pour ces chirurgies d'habiller un amplificateur de brillance. Les radiologues utilisent l'échographie pour aspirer les calcifications les plus simples, alors pourquoi moi je m'en priverais pour traiter les cas complexes? C'est donc une grande fierté de vous présenter la technique de l'écho-guidage péropératoire à l'aiguille pour l'exérèse des calcifications de la coiffe sous arthroscopie. La première étape est l'écho-repérage préopératoire, réalisé lors de la dernière consultation. Je mesure la taille de chaque calcification pour chaque tendon, dans le plan transversal puis longitudinal, mais aussi la profondeur et la distance avec la longue portion du biceps à l'intervalle des rotateurs. Je réalise ce même bilan juste avant l'intervention, après la réalisation du bloc interscalénique et de l'anesthésie générale, bras en position opératoire. Parfois, certaines calcifications du sus épineux ne seront pas visibles, notamment chez des patients avec un angle CSA élevé, car l'acromion engendre un cône d'ombre acoustique, masquant les dépôts. L'utilisation des données de l'écho-repérage préopératoire sont alors utilisées de manière conjointe à une technique classique de recherche à l'aiguille. Mais si la calcification est bien visible, je réalise un échomarquage cutané. Je dessine d'abord le relief de l'acromion. Je commence par chercher la calcification dans le plan longitudinal. Puis je dessine un point sur la peau en regard du milieu des deux extrémités de la sonde. Je réalise la même séquence de repérage puis de marquage cutané dans le plan transversal. L'intersection de ces quatre points dessinés correspond à la projection orthogonale de la calcification par rapport au plan cutané. Ma règle d'or, c'est garder en permanence cette position pendant l'intervention pour ne pas perdre mes repères. Pour une calcification du supraépineux, je mets le maximum d'adduction possible pour ne pas être gêné par l'acromion et son cône d'ombre. Après avoir mis en place le champ opératoire, la sonde d'échographie recouverte d'abord de gel est ensuite habillée avec une housse stérile afin d'être utilisée à tout moment. Le positionnement rigoureux des élastiques est essentiel afin d'avoir une répartition homogène du gel entre la housse et la sonde. Une faute technique au décours de cette étape peut grandement altérer la visibilité. Je vous présente d'abord la technique longitudinale, l'aiguille étant positionnée parallèlement au grand axe de la sonde. C'est la technique la plus facile, mais elle génère une distance plus importante entre le point de pénétration de l'aiguille et la calcification. Je débute par exploration de l'espace sous-acromial, puis réalise une bursectomie progressive afin de bien visualiser la face superficielle de la coiffe. Avant de changer de temps opératoire, le débit d'irrigation est réduit, mais pas stoppé.
La sonde d'échographie est positionnée au point d'écomarquage cutané pour identifier la calcification, puis je positionne en écoguidage une aiguille hyperéchogène de veine de gauche au centre du dépôt calcique. Une fois cette étape validée, je demande à mon aide opératoire de maintenir l'aiguille dans la même position le temps de redémarrer le temps arthroscopique. Après avoir réalisé un temps de lavage et éventuellement complété la bursectomie, on visualise enfin l'aiguille hyperéchogène pénétrer la face superficielle du tendon. En cas de doute, j'utilise une seconde aiguille de 16 gauche pour sonder autour de la première et confirmer la topographie des dépôts. Enfin, j'ouvre la face superficielle du tendon à l'aide d'un bistouri froid ou de la sonde d'électrocoagulation. La calcification est retirée au crochet et au résécteur mécanique. La seconde méthode est le positionnement de l'aiguille transversalement au grand axe de la sonde. Elle est techniquement plus difficile, mais réduit la distance entre le point de pénétration de l'aiguille au tendon et les dépôts calciques. On ne visualise dans ce cas que la pointe et non pas l'aiguille dans son intégralité. Je la réalise surtout pour des topographies au subscapulaire. Là également, au tendon subscapulaire, il faut faire un complément de bursectomie. Et dans ce cas, je sais qu'il va falloir chercher la calcification légèrement au-dessous du point de pénétration de l'aiguille. L'intérêt de cette technique est de quand même pouvoir retrouver facilement des calcifications, même de petite taille. À la fin de l'intervention, je refais une exploration échographique afin de m'assurer qu'il n'existe pas de résidus. Et s'il en reste, je peux à nouveau repositionner une aiguille en écoguidage pour compléter la résection. Et enfin, si les anesthésistes y sont arrivés, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas tous devenir des écho-orthopédistes. Je suis désormais passé à l'utilisation d'une sonde Bluetooth de dernière génération connectée à mon iPad et je ne ferai pas marche arrière car travailler avec une sonde sans fil apporte un grand confort et une simplification du geste. Pour conclure, une petite réflexion. Tous les jours, on relit des radios, tous les jours, on relit des IRM, des scanners, des arthroscanners, qui restent tous des images statiques, et il n'existe qu'une seule imagerie dynamique qui nous montre les structures en mouvement en temps réel, c'est l'échographie. Et il est donc totalement légitime en tant que chirurgien de mouvement de s'accaparer, approprier ce mode d'imagerie médicale. Devenons tous des écho-orthopédistes.